toutefois on ne vous a pas complètement assommé, on vous répondra à quelques questions si vous souhaitez. C'est vrai qu'il est commencé à faire avec plaisir qu'il y a des questions. Jamel Chouami, Micropole et accessoirement ancien CHEA. Vous êtes dans 6 entreprises différentes. Est-ce que vous pouvez nous dire en un mot comment vos patrons voient le télétravail et s'il y a quelque chose, en commençant par Allianz par exemple? Alors chez Allianz, je travaille sur il se trouve que je suis dans le groupe de travail pour lancer un pilote cette année sur le télétravail. Et moi, ce que j'ai observé, évidemment, on a brassé toutes ces informations. J'ai vu le patron du CEC, CFDT, qui était contre, jusqu'à l'année dernière, il y a Reinsman, et puis je crois qu'ils se rendent compte que maintenant, la demande, elle vient de la base. Donc ça, c'est point favorable. La direction générale n'était pas tellement impliquée. C'est venu, moi, je m'occupe de la RSE, donc j'ai porté le projet parce que ça fait partie de ma feuille de route. Conciliation du bien-être, conciliation du professionnel et du privé, la parentalité. Donc on a démarré, on a défini les conditions d'éligibilité, et puis après on a dit on va, alors le groupe de travail, et tous les DRH dans les différentes unités, on va aller demander aux opérationnels qui veut se mettre en télétravail. Quelle direction, quel manager a envie de s'associer au projet. Et alors là, évidemment, on a la direction de l'audit, la direction de l'organisation, la direction de contrôle de gestion, et super partant, c'est que des cas dessus, donc tout ça, ça va bien. Et puis la direction des opérations, enfin les plateformes, les back-office, l'indem, la souscription, etc. Vous ne rendez pas compte, il faut les contrôler, etc. Donc en fait, on voit qu'on a un énorme enjeu, mais on va commencer avec un pilote 2 volontaire pour démontrer que ça marche. Et puis pour vous faire rire, la semaine dernière, je vais à un comité RH et on m'a dit il faut faire un groupe de travail sur le télétravail. Je dis, on en a. Ah non, mais ça c'est le fond de cuve technique là, que vous faites. On veut que les managers travaillent sur l'évolution du mode managérial. Donc en fait, ça vient de façon beaucoup plus noble par un projet stratégique sur le management par le haut. Et nous, on fait du droit social. Voilà. Mais c'est assez amusant. Et finalement, ça va. Pour ce qui concerne Groupama, parce que mon directeur général est intellectuellement favorable, économiquement défavorable. Non, c'est un peu ce que je laissais entendre tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nous, l'histoire a fait que on a d'anciens conseillers d'agence qui ont rejoint les sites et qui peuvent parcourir beaucoup de kilomètres. Alors en temps passé sur la route, c'est pas forcément beaucoup plus qu'en région parisienne sur des transports de banlieue à banlieue ou des choses comme ça. Mais c'est des kilomètres parcourus, c'est des risques encourus, etc. Et donc, en termes de fatigue, il y a un impact, etc. Donc, on est en recherche de solutions plus sobres, économiquement parlant, pour effectivement déployer ça, mais on est assez favorable. Je crois que le prochain écueil nous concernant, c'est plutôt le télétravail des managers. Où là, à titre personnel, moi je suis excessivement favorable, ne serait-ce que pour le vivre dans sa chair. Pour avoir été télétravailleur moi-même un peu. Mais là, on a un cap important à franchir au niveau de la direction générale, parce que là, on attaque un gros paradigme. Alors moi, je vais parler de Covea, hein. Donc au nom d'Emmanuel qui est GMF et pour moi qui suis MAF. Donc nous, ni intellectuellement ni opérationnellement, on a franchement abordé le sujet. Non mais, par contre, moi, on m'a dit, alors on a une filiale d'assistance, Fidelia, qui initie un peu le sujet. Et voilà. Et donc on commence à se dire ça pourrait être pas mal. Moi on m'a dit mais si tu travailles sur le sujet, ça serait bien que tu nous en parles. Donc je vais m'exécuter, hein, je vais en parler, je vais les multiplier, mais on est quand même encore au stade de la vérité. Je travaille dans le groupe AG2A à la mondiale. J'ai pris la précaution d'envoyer le support dans la RH pour cette intervention aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle était très intéressée par le sujet. Ouais. C'est plutôt positif. Mais il n'y a aucun groupe de travail officiel. Je travaille à BPCE Assurance, donc groupe BPCE. C'est tout récent, donc on va faire une information prochainement en CHCHD pour dire qu'on démarre un projet. Je vais inviter 2 personnes qui vont travailler sur le sujet là prochainement pour venir écouter un peu, en tout cas, notre réflexion modeste sur le sujet.
on a regardé, c'est un slide qu'on n'a pas montré, mais je vais en parler quand même. Ils m'ont censuré, non, je plaisante. On a essayé de réfléchir pourquoi nous, secteur de l'assurance, on était quelque part pas très avancé sur le sujet du télétravail. Et je pense que c'est lié quand même au mode d'organisation. Et on est historiquement dans des métiers qui fonctionnent plutôt en silo, avec, certes il y a les métiers de la connaissance, mais il y a aussi des métiers très opérationnels, et ces caractéristiques d'organisation qui ont moins d'aptitude au changement, qui sont plus dans le management taylorien, voilà. Et c'est clair qu'il y a des secteurs d'activité qui, notamment en techno par exemple, qui sont certainement du point de vue de l'organisation de leur environnement de travail et de leur façon de travailler, qui sont plus propices au télétravail. Et évidemment, quand on va vers des organisations matricielles, où tout le monde travaille en transverse avec tout le monde, et finalement personne n'est tellement dans son bureau, il y a un chiffre qu'on n'a pas cité, hein. L'occupation des bureaux, en moyenne en France, c'est 45%. C'était quand même plus de la moitié du temps qui est... enfin, alors c'est pas vrai dans les métiers d'assurance, dans de l'assistance, mais dans nos métiers, je pense que c'est relativement vrai. Et quand on va vers le matriciel, c'est vrai que finalement, les gens ils peuvent faire leurs points en one-to-one, en conf call, qu'ils font très souvent, en vidéoconf, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez Skype à la maison, mais ça peut se faire autrement qu'en étant sur site. Ça, c'est le troisième séminaire innovation. Oui, bonjour. Pardonnez-moi, juste une petite question. Tristan Lafonchet, Matmut. Ça n'a jamais été envisagé sous l'angle plan de continuité d'activité, de télétravail. C'est une chose que vous n'avez pas abordée. Oui, c'est prévu. Non, effectivement, c'est prévu, ça fait partie des 3 dispositions de la loi Marsman. Alors effectivement, ça nous a pas... on n'a pas travaillé sous cet angle-là, en considérant que c'était pas tant le sujet de l'innovation cette fois-ci, mais effectivement, vous avez raison. Alors nous, dans le cadre du groupe de travail du pilote, on est en train de voir si l'équipement qu'on doit mettre à disposition des collaborateurs qui n'auraient pas un PC portable, etc., on ne le prend pas, on ne pioche pas dans le PCA, pour éviter des doubles coûts, quoi, voilà. Parce qu'on a évidemment, je ne sais pas combien de postes équipés, voilà, et c'est très probablement ce qu'on va faire. Donc il y a un lien avec le PCA, évidemment. Et moi j'ai dit qu'on n'avait pas le télétravail, mais on a quand même un dispositif PCA qui concerne plutôt les managers, effectivement, mais on considère le télétravail quand même sur c'est un autre projet, on va dire. Hein. C'est plus, non pas en situation de crise, mais ou en continuité d'activité, mais plus pour en situation normale, pour les populations éligibles donc au télétravail. Excusez-moi, une petite question. On fait partie avec Samantha des 2 étudiants un peu âgés, commandités par BPCE Assurance, pour travailler sur... Voilà, ça va se présenter. Hein, pour travailler sur le télétravail. Alors, tout converge quand on parle de télétravail, en tout cas dans toutes les expériences que vous avez illustrées, vers le travail à domicile. Et pourtant, dans la définition qu'on les présente au début, il y a le réseau, et il y a notamment le coworking ou le télécentre. Quels sont les écueils que vous avez rencontrés ou quelles sont les raisons pour lesquelles finalement vous n'avez pas appliqué, pas pensé ou pas mis en œuvre le télécentre? Peut-être juste une précision, en fait, c'est surtout le besoin, en fait, télécentre, il n'y a pas de besoin spécifiquement, c'est un investissement supplémentaire, en fait, il y a potentiellement un loyer, des choses comme ça, ce sont des charges. Or aujourd'hui, en tout cas je vais parler pour mon entreprise, il n'y a pas de problématique de surface, de nuisance, quoi que ce soit au domicile des télétravailleurs, qui fait qu'on a eu la nécessité de se poser cette question-là. Mais j'ai bien envie de compléter votre question par un point. On parlait des surfaces occupées dans les locaux professionnels. On se pose aussi des questions du télétravail, pas seulement à domicile, mais sur d'autres sites que le site où l'activité est exercée majoritairement. D'autres sites, ça va d'un site voisin, au sens un peu à l'agence de proximité. Je parlais de personnes chez nous qui
font 70 km aller, 70 km retour ou 80 pour aller travailler. Nous, sur notre territoire, le maillage agence, c'est une toutes les 10 km. Enfin, on est dans le travail dans le réseau, là. Non, on est bien sur du télétravail, c'est-à-dire on est bien sur une personne qui ne travaille pas en agence, qui travaille sur un site de back-office, par exemple, pour bien faire la séparation des choses. Hein. C'est un gestionnaire de sinistre, gestionnaire de contrat, comme on veut. Le moindre des, enfin, ce n'est pas le moindre des paradoxes, quand il va au boulot, potentiellement il croise cette avide agence, dans laquelle il pourrait faire finalement le même boulot en termes de connexion, etc. On peut même imaginer que de temps en temps, quand il n'y a personne dans l'agence, il pourrait même peut-être tenir la porte ouverte. Ah ouais, pour pousser un peu le bouchon, ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, il y a des freins parfois dans les tests, au niveau des représentants, etc. Mais ce sont des problèmes qui peuvent apporter en fait beaucoup de réponses. Enfin, c'est un sujet par exemple qui va apporter des réponses très diverses en fait à différents sujets avec des bénéfices collatéraux potentiellement insoupçonnés quand on commence à réfléchir à ces questions-là. On voit que c'est comme un nouveau chemin qui s'éclaire, mais tous azimuts. Si vous voulez compléter. Oui, juste une précision pour Mondial Assistance. On avait réfléchi à une possibilité de télécentre justement pour le site du Mans. On n'avait pas de problème de localisation de croissance, donc il n'y avait pas d'objectif. Mais en revanche, sur l'aspect économique, quand on a commencé à étudier, et donc on se rapprochait en fait des environnements, etc., et regarder les locaux, il y a un problème de coût majeur qui vient se multiplier, qu'on n'a pas quand on est en télétravail domicile. Et puis, il y avait un problème, souvent les sites qui sont proposés, ce sont des sites partagés avec d'autres entreprises, etc. Et ce qu'on a visité, c'était pas très performant sur le plan quand même de la confidentialité, etc. Et donc quand on est en open space, vous devez quand même préserver un certain nombre de choses, à la fois pour vous, votre savoir-faire, etc., et puis à la fois par rapport au contrat, aux bénéficiaires, etc. Donc c'était une problématique après on a laissé tomber parce qu'on avait d'autres priorités. Mais en tout cas, ça c'est sûr que c'était un frein important. Jean Ratier, ancien président de CHEA. J'ai deux questions. Vous avez parlé d'un retard important en France par rapport à d'autres régions et d'autres pays. Est-ce que vous avez pu mesurer cela, aussi bien en assurance qu'en assistance? Et deuxièmement, j'ai entendu l'un d'entre vous parler d'incitation fiscale. Est-ce que ça peut exister dans certains pays? Oui. Et de quel ordre? Alors, en Suède, il y a une incitation fiscale, alors je ne sais pas exactement de quel ordre, mais très clairement, les entreprises sont incitées à proposer le télétravail et à proposer l'installation de micro-ordinateurs chez le salarié, appareil ne constituant pas un avantage en nature pour le salarié. Hein, donc, dans les médias, ça se limite à ça. Mais malgré tout, ça reste une incitation, et c'est ce qui explique qu'en Suède, 90% des grosses entreprises diffusent le télétravail. Donc nous on dit qu'on est en retard, oui, parce que par rapport aux pays scandinaves, aux pays anglo-saxons, on est en termes de pourcentage de télétravailleurs, sous réserve encore une fois d'une définition précise, parce qu'il n'y a pas de définition normalisée à l'international. Mais en tout cas, partant d'un principe large qui consiste à dire, dès lors que je travaille au moins une journée par semaine en dehors du lieu de mon entreprise, je suis télétravailleur. On voit que dans les pays scandinaves, les pays anglo-saxons, le télétravail est déjà diffusé à plus de 20%, quand en France, on est à 12,4%. Beaucoup plus en retrait. Sur l'assurance spécifiquement, je n'ai pas de chiffres précis à donner, mais très clairement, à travers nos expériences, je ne pense pas qu'on soit très avancé sur le sujet. Et en assistance, une assistance à l'étranger, est-ce que vous avez pu établir des comparaisons? Alors il y a en fait dans l'une de nos filiales, dans deux filiales, il y a en Espagne et en Italie, c'est tout. Et ça marche bien, mais après, on n'a pas la Suède. Donc, voilà, on a deux expériences, deux télétravail, et ça fonctionne bien. Avec des tailles équivalentes Non, Mondial Assistance en France, c'est la plus grosse des BU, donc en fait, ça n'a rien à voir avec les autres sociétés. Donc après, moi, très honnêtement, je ne peux pas en parler. Je sais que ça existe, j'ai vu leur PowerPoint, leur présentation, etc., et l'impulsion donnée, mais je ne me suis pas suffisamment rapprochée pour savoir où ils en sont. On ne peut pas dire qu'au niveau de la filiale,
de nos filiales étrangères, parce qu'on en a quand même presque une trentaine, que ce soit quelque chose qui soit répondu, à ma connaissance. Pour revenir au niveau de l'État français, pour en avoir échangé il n'y a pas très longtemps avec un préfet avec lequel on faisait un échange de bons procédés, pour illustrer un peu le propos sur la résistance des représentants du personnel, dans la fonction publique, c'est un quasi-veto absolu, alors qu'ils ont des centres d'appel comme nous, etc., qu'ils ont des objectifs qualitatifs de service client comme nous, etc. C'est un veto quasi absolu parce qu'en fait, ils utilisent effectivement ces grands open space qui ont été créés, y compris dans la fonction publique, pour encore mieux régner sur les agents de la fonction publique. Et c'est pour eux la mort du petit cheval. Ils savent très très bien, enfin c'est comme ça qu'ils le vivent. Alors c'est vrai dans nos sociétés privées, il y a parfois un peu ce ressenti, mais l'intérêt, comme on l'a expliqué tout à l'heure, l'intérêt du salarié à un moment donné prime, et ce qui fait que ça devient incontournable, parce qu'ils vont sinon se couper. Dans la fonction publique, cette révolution-là n'est pas faite, et c'est probablement une des raisons pour laquelle, de toute façon, l'État n'incite pas plus que ça, parce que comment expliquer qu'il faudrait le faire en privé et pas dans le public, alors que le public, c'est typiquement une activité qui s'y prête très très bien. Je propose qu'on arrête là les questions, mais je vous propose de les prolonger si vous souhaitez avec un petit cocktail qui vous est offert. Et donc voilà, vous pouvez continuer à discuter.